Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. On parlera effectivement nouvelles technologies puisque nous sommes mardi. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 21 novembre 2023 et vous l'avez entendu aujourd'hui, le président de la République Emmanuel Macron vous a demandé aux optimistes qui pensent que les réformes n'étaient pas nécessaires, dont la réforme des retraites, de se calmer un petit peu et de redescendre sur terre puisque nous devons faire face à une réalité assez difficile que sont les 7% de chômage dans le pays. En tout cas, grosso modo, on va devoir travailler plus, a priori. Et plongé dans l'instabilité politique depuis plusieurs années, Haïti connaît une situation sociale et économique alarmante. À l'absence répétée de présidence et des ingérences étrangères incessantes viennent s'ajouter un nouveau conflit avec la République dominicaine. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis le détournement de la rivière Massacre pour le développement de l'agriculture en Haïti. Depuis, les deux pays se livrent à une guerre économique qui n'est pas sans conséquences sur la population. Une manifestation de soutien à la population haïtienne était organisée au centre Rémy Nesouta à Pointe-à-Pitre. Le reportage. Cette conférence de presse en fait a été mise en œuvre par un ensemble d'associations haïtiennes et guadeloupéennes. Donc dans le but en fait de ne pas oublier tout ce qui se passe en Haïti depuis quelques années. Et surtout pour marquer aussi en fait la solidarité avec le peuple haïtien par rapport à tout ce qui se passe en Haïti depuis quelques temps. Donc cette conférence de presse s'inscrit dans une logique d'action. D'accord, donc on a la conférence de presse ce matin, ensuite on aura un meeting vendredi soir à Georges Tarrer. Et puis les autres actions seront à définir après avec l'ensemble des associations. C'est très important de mobiliser le Guadeloupéen, les Guadeloupéens et plus largement tous ceux qui vivent dans notre pays par rapport à ce que subit le peuple haïtien depuis des décennies bien sûr. Mais actuellement la situation est devenue insupportable. La souffrance du peuple haïtien ne tombe pas du ciel et il est important qu'il puisse se manifester une solidarité caribéenne vis-à-vis de ce peuple martyr parce qu'il a déjà tant apporté pour la lutte de ce que nous sommes dans la Caraïbe pour mériter aujourd'hui de notre solidarité. Le message à faire passer, c'est tout simplement la solidarité et la sensibilisation par rapport à ce qui se passe en Haïti, puisque c'est quelque chose d'assez terrible, donc il ne faut pas oublier ce qui se passe. Donc il ne faut pas que cet événement, donc l'ensemble des événements qui se passent en Haïti actuellement soient tombés dans l'oubli et dire bon ce sont les Haïtiens, ils sont habitués, encore une fois eux, non. Donc ce qui se passe là-bas n'est pas normal, donc c'est ce qu'on veut dénoncer en fait à travers l'ensemble de ces actions. Voilà un peuple, et notamment les travailleurs et les pauvres, qui sont à la merci de ces gangs-là, il faut se poser la question, à qui profite le crime ? À qui profite le crime? Et c'est ce que nous dénonçons. Et nous disons donc aux camarades que nous sommes solidaires, d'autant plus qu'on connaît la situation. Pour qu'un Haïtien, notamment, puisse venir ici dans le cadre de l'immigration, il faut qu'il emprunte 7 à 8 000 euros et qu'il doit rembourser. Là, il y a un désespoir, une misère des plus totale et nous interpellons donc tout le monde et nous disons aux travailleurs et notamment au peuple haïtien, on n'a pas de leçon à leur donner, c'est se rassembler et pour mettre fin à cette barbarie organisée, structurée, parce que là c'est vraiment trop. Et suite à la mobilisation des habitants de Vieux-Fort qui protestent contre la sablière, les politiques passent à l'offensive. Le département traduit les responsables de la carrière en justice pour obtenir réparation des préjudices subis. Pour les travaux de déblaiement, la collectivité a dû débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Regardez. Chaque intempérie, chaque mauvais temps, il faut faire des travaux d'envergure pour rendre à nouveau la route accessible et libérer donc, des problèmes donc, de sable. Nous l'avons vu pour Fiona, nous l'avons vu il y a quelques temps pour Philippe, je crois, nous l'avons vu très récemment.
Et ce sont donc des coûts importants que le département doit dépenser, alors que nous savons la cause, c'est la sablière. Nous avons fait des constats d'huissier, nous avons fait même des relevés avec la préfecture par la gendarmerie. Et aujourd'hui, nous passons à une autre phase. Donc on va intenter un procès contre la sablière qui n'assure pas et qui cause ces différents problèmes, aussi bien pour la route RD6, et on a vu, même pour la marina. C'est important pour nous, hein, commune de Gourbert, parce que le collectif, on l'avait déjà reçu, donc on a écouté leurs doléances, mais on est aussi dans cette démarche de construction. Pour vous dire tout simplement, on n'est pas seulement dans des mots, mais aussi des prises de position vis-à-vis des services de l'État, hein, soit la DEAL, ou même plus loin la carrière, et même plus loin, très prochainement, il y a un courrier qui est en élaboration avec le maire de Vieux-Fort, que j'avais encore ce matin, qui est hors du département, qui sera adressé par la ville de Gourbert et également la ville de Vieux-Fort, adressé au président de la République sur cette situation problématique de la carrière en période de pluie diluvienne. Donc nous sommes en action, mais il faut rappeler aussi que la concession qui a été accordée en 2013, donc on a encore 20 ans de concession et qui a été renouvelée, a été fait dans une mandature précédente en 2013, comme je l'indique, mais qui est donnée par les services de l'État. Et je rappelle encore cette semaine qu'il y avait un suivi du respect de la réglementation environnementale par les services de l'État, la carrière. Il y avait un représentant de la ville, le premier adjoint, qui a aussi présenté les doléances de la ville, et dans les conditions, le suivi est fait et très souvent pas toujours respecté. Nous travaillons quasiment quotidiennement sur ce dossier, mais ça va avec le temps de l'administration, et en espérant aussi que l'opinion publique, ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, mais aussi mettre la pression aussi sur les décideurs, tant les services de l'État et précisément la DEAL qui doit assurer le suivi de la carrière, le respect de la réglementation. Et nous jouons pleinement notre rôle, mais ça ne se fait pas forcément sous l'œil des caméras. Ceux qui ne passent pas à la télé, je veux rappeler, existent. Clairement. Et on se rend maintenant à Paris pour le 105e congrès des maires. L'occasion pour Jocelyn Sapoti de se pencher sur la problématique du logement social et de la mobilité. Le reste en images. En matière de logement social, c'est bien celui-là. C'est la question de la mobilité et les commodités de vie et la rapidité pour aller à son travail, pour amener son enfant à l'école, et même les deux, amener l'enfant à l'école, arriver au travail à l'heure. Donc, c'est une organisation de vie. Et Justin Pamphile le disait, aussi c'est un parcours de vie et qui amène bien sûr un choix résidentiel. Et toute la difficulté est là quand vous avez une centralité, comme en Guadeloupe, et tout se passe autour de cette centralité. Et la production de logements, effectivement, et des logements sociaux, eh bien, est autour de cette centralité aussi. Ce qui fait que ça crée un déséquilibre du territoire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un partenaire, Action Logement, qui est en capacité sur tous les territoires et singulièrement en Outre-mer, eh bien, de nous faire avoir les outils, les moyens de produire du logement, mobiliser des bailleurs sociaux, que ce soit dans la production de logements neufs. Éventuellement, Jocelyn l'a abordé tout à l'heure sur la question de la réhabilitation, parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont dits insalubres et qui sont aujourd'hui en état de ne pas être occupés. Et puis, parcours résidentiel, tenir compte en fait du besoin des gens successivement de passer d'un type de logement à un autre, mais parcours de vie, tenant compte du parcours de vie des gens. À un moment donné, on commence en tant que, on va dire, salarié, on monte dans les échelles, le niveau de revenu change, donc on peut aussi vouloir accéder à autre chose. Nous alertons tous les pouvoirs publics. Hier, nous étions avec le ministre des DOM et nous alertons du fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de construction de logements neufs en Guadeloupe, parce que les services de la DEAL préconisent qu'il y ait beaucoup plus de rénovation du parc existant. Alors nous cherchons à alerter les pouvoirs publics par tous les moyens. Et avec Action Logement, qui aujourd'hui est un des principaux financeurs du logement en Guadeloupe, donc nous essayons de mettre des partenariats en place à travers les opérations VFA, même si nous rencontrons des difficultés pour pouvoir faire sortir ces opérations. Mais nous travaillons avec Action Logement sur ce sujet, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour vous rencontrer
le président d'Action Logement. Si la loi SRU veut que le territoire soit équilibré en termes de logements sociaux, il faudrait que l'aménagement du territoire soit équilibré aussi. C'est-à-dire qu'il y ait de la production économique, qu'il y ait de l'aménagement et de la création d'entreprises, d'activités, de services publics, de la création d'emplois, eh bien, de manière équitable sur le territoire pour qu'il y ait une façon d'habiter, comme je le dis souvent, d'habiter le territoire de manière équitable. Et dans le cadre du programme Interreg, l'ADEME et ses partenaires montent un réseau caribéen pour lutter contre le changement climatique. Et pour ce faire, ils se penchent sur les nouvelles méthodes employées pour construire l'avenir agricole dans notre zone. Une agriculture, on va dire, plus verte, n'est-ce pas, hein? Le reportage. En fait, qui clôt une première phase d'un projet de montage d'un réseau caribéen pour lutter contre le changement climatique sur les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est un séminaire qu'on construit avec 5 partenaires et en fait on fait venir des personnes de 4 territoires caribéens qui nous entourent, donc bien sûr la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi Sainte-Lucie et la Dominique. Et en fait avec ces partenaires, on construit, on échange sur la question du changement climatique dans le secteur agricole et agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité pour parler avec mon Guadeloupe, mon Martinique, mon Sainte-Lucie, pour réellement discuter quelques bagailles qui a fait agricole plus difficile pour réaliser. Est-ce que aujourd'hui, Caibnet Adapt, c'est un projet qui a donné nous une chance, une opportunité pour réellement discuter bagailles ça à niveau holistique, comme ça. Ouais. Il y a un peu de difficultés que les paysans qui ont réalisé. Et bien, nous, aujourd'hui, nous sommes responsables pour aider à faire une manière de production plus facile. C'est important de participer à ce type de colloque parce que si vous voulez, intellectuellement, on a pris du temps à accepter le changement climatique, mais aujourd'hui, indéniablement, le changement climatique, il arrive. On a des aléas de plus en plus intenses, notamment les problématiques cycloniques, les problématiques de sécheresse qui touchent les agriculteurs au quotidien. Et donc, il est important de trouver des solutions face à ces problématiques. Nous avons récemment subi 2 aléas très forts, Fiona et Tammy, et qui nous ont démontré qu'effectivement, ce changement peut nous faire aussi de gros dégâts. Et surtout que nous avons la charge de mettre en place une agriculture viable et durable pour notre population. C'est important de travailler avec l'ensemble des acteurs de la Caraïbe parce que si vous voulez, aujourd'hui, les aléas climatiques ne touchent pas que la Guadeloupe ou la Martinique. En fait, les aléas climatiques touchent l'ensemble de la planète et nous concernant l'ensemble de la Caraïbe. Donc les cyclones, lorsqu'ils frappent dans les Caraïbes, ce n'est pas que la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, ils ont porté des réflexions par rapport à ces sujets et nous portons des réflexions par rapport à ces sujets. L'idée, c'est vraiment d'échanger et de construire ce réseau ensemble. Pas forcément d'avoir... tout le monde n'a pas la solution. Je pense qu'on a tous des bouts de solutions qu'on peut échanger, en fait. Un reportage d'Olivier Félix. Et on part maintenant pour la présentation des chiffres clés de l'économie circulaire. Et le bilan 2022 n'est pas fameux, avec des chiffres en baisse comparativement à 2021. En Guadeloupe, on capte certes plus de déchets, ce qui est un bon point, mais on ne note pas d'évolution au niveau du tri, avec un manque de régularité dans l'utilisation des équipements de collecte. On peut se demander aussi peut-être sur les horaires d'ouverture, hein, on dit ça, on dit rien. Le reportage. Je dirais que c'est peut mieux faire. On a des outils exceptionnels à notre disposition. Il y a probablement un manque de communication ou d'information sur certaines personnes, ou certaines parties de la population, donc il va y avoir un petit plus à faire. Il y a aussi un manque de régularité dans l'utilisation des équipements mis à disposition de la population. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de larges marges d'optimisation et d'amélioration
Mais aujourd'hui, c'est vrai que les chiffres 2022 sont légèrement en régression par rapport à 2021. Le bilan par rapport à l'année précédente, c'est qu'on capte plus de déchets, a priori plus 25 000 tonnes, alors déchets des entreprises et déchets des ménages tout confondus. Donc on arrive à 350 000 tonnes de déchets produits en 2022. Après, le bilan qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une évolution sur le tri, c'est-à-dire qu'on arrive à capter un peu plus de déchets, mais le tri est toujours un peu balbutiant et mériterait que le citoyen s'y intéresse un petit peu plus, parce que qui dit tri dit matière que l'on peut faire rentrer dans des filières de revalorisation, et ça permet de créer de la valeur ajoutée sur le territoire si on pouvait vraiment réussir à trier les déchets à la source. Il y a une évolution réglementaire au sujet de la thématique des biodéchets, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, l'ensemble des producteurs de biodéchets vont être tenus de mettre en place ou de proposer aux usagers une solution de tri à la source des biodéchets. Ça veut dire que l'ensemble des collectivités vont devoir proposer aux usagers des solutions de tri à la source et de valorisation des biodéchets. Effectivement, c'est une mesure très importante et ça va vraiment dans le bon sens, puisque aujourd'hui, on estime qu'à peu près un tiers des déchets de nos poubelles sont des biodéchets, donc c'est vraiment des déchets qui sont valorisables. Aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des déchets qui terminent à l'enfouissement, et dans nos contextes insulaires, c'est vraiment important de développer tous les aspects de prévention des déchets et de développer le tri à la source des biodéchets pour justement enlever cette fraction valorisable de nos poubelles et limiter les déchets qui terminent à l'enfouissement. Depuis quelques années, des efforts sont faits sur la construction d'infrastructures. Donc en fait, on voit que les équipements sont en train d'être développés, de se multiplier. Donc là, les efforts structurels sont en train d'être mis en place, mais il faudrait que les citoyens s'approprient vraiment ces installations pour amener leurs déchets et les trier au mieux dans les déchetteries, qui sont des outils spécialisés qui permettent vraiment de trier au mieux les déchets. Et dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, des étudiants master biologie, écologie, évolution organisaient un village sur l'éco-citoyenneté au lycée de Providence aux Abîmes. L'occasion pour eux de sensibiliser leurs camarades sur les bons gestes à adopter pour trier, recycler et upcycler aussi. Regardez. Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Et dans ce cadre-là, nous accueillons dans notre établissement des étudiants du master biologie, écologie, évolution pour expliquer quelque part les bons gestes dans le cadre de la réduction des déchets. On a fait des stands où on présente les déchets, comment les recycler. On a fait pas mal de jeux aussi pour qu'ils puissent trouver ça plus ou moins intéressant, pour pouvoir captiver leur attention. Et on leur explique comment réduire leur production de déchets et comment faire en sorte que l'écosystème se renouvelle plus facilement sans pour autant les polluer. Notre stand traite sur le principe des 5 R, c'est-à-dire refuser, réduire, réutiliser, recycler et enfin rendre à la terre. Donc ces principes sont vraiment là pour tendre vers le zéro déchet. Vraiment réduire au maximum ces déchets et avoir des habitudes minimalistes. Recycler, c'est vraiment le dernier recours, mais c'est pas ce qui fait le tout, on va dire, parce que recycler, c'est pas recycler indéfiniment. Les objets ont une durée de recyclage, voilà. En ce moment, il fait super chaud au Guadeloupe à cause du réchauffement climatique. Donc, en fait, grâce à tout ça, ça sensibilise beaucoup plus les jeunes. Donc, ils commencent à comprendre pourquoi il fait chaud, ils se posent des questions. Et puis, ils voient que c'est à cause de la pollution. Donc, aujourd'hui, oui, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés et ils savent qu'ils polluent. Malheureusement, il y en a quand même qui continuent à polluer. Mais du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On fait ce travail-là et on fait en sorte de faire que les choses s'améliorent. Nous sommes dans une société de consommation. Donc, nous consommons au-dessus des ressources que la Terre peut nous donner. Donc la jeunesse, c'est la génération future et c'est eux qui auront la planète après, donc c'est vraiment important qu'ils puissent être sensibles à ça. Le changement climatique, un vaste débat qu'il nous faudra aborder. Et on enchaîne avec la fête de la science à l'Université des Antilles. La science, c'est une manifestation nationale qui a donc pour objectif de promouvoir la science, donc la culture scientifique auprès de la population. Et donc du coup, nous touchons les scolaires, le grand public, les amoureux de science, les sympathisants, les scientifiques. Et puis, il faut savoir que nous pratiquons tous de la science dans notre quotidien. La fête de la science, c'est toujours un moment très fort qui vise à faire partager les résultats de la recherche.
et à faire découvrir ce qu'est la science et la recherche scientifique aux jeunes. Alors nous avons évidemment des étudiants de l'Université des Antilles qui sont là, mais aussi surtout des élèves de l'académie, depuis l'école maternelle jusqu'au lycée, et qui viennent rencontrer et des associations et des laboratoires de recherche. Par rapport aux événements qu'il y a eu donc en France cette année et l'an prochain, donc je pense à la Coupe du Monde de rugby, mais surtout les Jeux Olympiques qui arrivent, et les Jeux Paralympiques aussi qui arrivent en 2024, ça a été tout logiquement finalement que la coordination nationale de la fête de la science a décidé d'arrêter son choix sur le thème sport et sciences. Après, bien entendu, on ne va pas parler que de sport, et toutes les thématiques scientifiques sont les bienvenues, et vous verrez même que sur le village, il y a des stands qui sont consacrés au sport, mais aussi des stands qui sont consacrés à la biodiversité, aux risques sismiques, voilà, donc aux sciences de façon transversale. On m'a proposé d'être marraine de cet événement, donc c'est la région qui m'a sollicité. J'ai accepté bien sûr parce que ça répond vraiment aux valeurs que je défends au quotidien dans mon métier et dans mes valeurs personnelles aussi, puisqu'en tant qu'ancienne sportive, déjà je suis à fond dans le sport, je pratique encore le beach volley ici en compétition et mon objectif c'est toujours d'être dans la performance et de rechercher l'excellence. Et puis après, tout ce qui est lié à la science, ça m'intéresse aussi parce que moi j'ai créé carrément des produits de soins à base de notre pharmacopée pour pouvoir accompagner les tensions physiques du quotidien, les douleurs, mais aussi la gestion et la prévention des blessures sportives. Je crois que chacun doit bien comprendre comment se construit sa science, et cela permettra aussi de développer plus l'esprit critique des uns et des autres et d'avoir une vision éclairée de ce que l'on souhaite et de ce que l'on ne souhaite pas, puis bien entendu avoir un regard éthique sur comment on met en œuvre ensuite la science. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un avis, un modèle, quelque chose sur quoi s'appuyer, surtout quand on est étudiant, quand on ne sait pas vraiment quoi faire, et bien de savoir qu'il y a des voies dans ce milieu-là, que la science est porteuse de métiers, qu'il y a des vocations qu'on peut créer, on peut travailler dans la recherche, dans l'innovation, dans la santé, dans le développement durable, il y a plein de choses qui sont en lien avec la science, et le sport, ça permet de toujours rester dans cette mentalité de performance et de toujours chercher à s'améliorer et à faire mieux. Un village autour des sciences qui aura lieu jusqu'à ce jeudi à l'Université des Antilles. Et pour en parler avec moi, nous avons Grégory Potiron, directeur de l'Archipel des Sciences en plateau. Bonsoir Monsieur Potiron. Bonsoir Harold et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors chaque année, effectivement, vous assurez un peu la promotion des sciences. Ben oui, il faut. Nous pratiquons tous les sciences au quotidien. Donc c'est important quand même de marquer le coup en fin d'année et d'inviter la population vraiment à fêter la science avec nous. C'est un peu démocratisé. Mais il faut arrêter de penser, il faut casser les clichés que la science est réservée à une élite, etc. Non. Aux geeks, les choses comme ça. Non, c'est accessible à tout le monde, tous les âges, tous les niveaux, et on peut toujours progresser, s'améliorer, dans le domaine scientifique. Donc, alors vous me disiez justement hors plateau que le village n'est pas ouvert que pour effectivement les étudiants. Voilà, alors le village n'est pas ouvert que pour les scolaires, donc le village est sur le campus de Fouillol, donc c'est l'Université des Antilles qui accueille le village cette année comme l'an passé. Et donc nous avons les scolaires, mais bien entendu c'est un village grand public, donc la population, nous invitons fortement la population à venir nous rejoindre sur le village, mais également sur les autres actions qui se déroulent sur tout le territoire. Parce que la fête de la science c'est partout, donc on est touché de façon directe et indirecte donc par les disciplines scientifiques. Je rappelle que par rapport au thème de cette année qui est sport et science, le sport est une science humaine, et donc qu'on fait du sport, on fait de la science aussi finalement. Voilà. Mais c'est voir un peu les applications. Bien entendu, tout ce que la science apporte au sport, donc de l'innovation, dans la santé, dans la récupération, dans l'alimentation, dans la recherche de la performance. Et donc d'ailleurs, il y aura une conférence demain à partir de 17h, sur le campus de Fouillol toujours, à l'amphi Alex Merrill, justement pour essayer de décortiquer tout ce que la recherche scientifique apporte aux sportifs, et particulièrement aux sportifs guadeloupéens, donc avec l'ambassadrice de la manifestation, mais aussi le doyen de l'UFR STAPS et plein d'autres invités. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On parle d'âme de science pour améliorer les performances, pas pour effectivement faire des super hommes, des super athlètes. Alors non, là on n'en est pas encore là. Je ne vais pas parler ce sera pour bientôt. d'individus génétiquement modifiés ou bien de performances améliorées à partir
l'exosquelette et autres. Non, là on est toujours sur de l'humain. Et d'ailleurs, il a les instances qui veillent avec tout ce qui est contrôle antidopage, donc pour montrer vraiment que nous sommes purement et simplement sur de la performance. Dans le handisport, bien entendu, il faut équiper, il faut appareiller donc les sportifs qui ont besoin d'équipements pour pratiquer le sport. Les personnes porteuses de handicap auront de plus en plus d'accès justement à tout à fait, mais ça reste quand même du haut niveau. Ce sont des sportifs de haut niveau avec vraiment la préparation mentale, l'alimentation, l'effort, voilà, donc c'est vraiment décortiqué. Et moi, d'ailleurs, il a des actions qui permettent sur le village des sciences de découvrir un peu le handisport avec l'utilisation de fauteuils roulants, du tir à l'arc paralympique. Et donc voilà, donc c'est important quand même, je pense, de permettre à la population locale d'échanger avec les scientifiques qui travaillent, qui œuvrent au quotidien. Je rappelle que la Guadeloupe est le département français des Amériques qui accueille le plus grand nombre d'instituts de recherche à caractère scientifique sur son territoire. Donc il y a une grosse émulsion intellectuelle ici. Bien sûr, mais il a de la recherche de qualité. Bon, je suppose que c'est pas vous que je vais apprendre que l'Université des Antilles est entrée dans le classement de Shanghai. Donc ça montre qu'il a de la recherche, de qualité. Et moi j'invite vraiment... On n'a pas forcément conscience des applications après, puisqu'on a les phases de recherche, comme vous dites, des personnes qu'on ne voit pas forcément. Non, pas trop, effectivement. Mais effectivement, ils font des travaux colossaux qui sont internationalement reconnus. Tout à fait. Mais on n'a pas d'écho en local. Alors, il a des conférences qui sont organisées au grand public, donc il y a ce travail qui est fait pour justement ouvrir davantage la communauté scientifique vers la population et surtout d'aller vers la population. Donc là, ce travail qui est fait actuellement par un groupe de travail qui a été mis en place par la rectrice, qui est pilotée par Madame Dupuis. Et donc l'université en fait partie, mais il y a aussi le monde associatif, il y a d'autres établissements de recherche. Et donc l'idée, c'est de pouvoir porter donc la science, amener la science vers la population et pas forcément dans les lieux qui sont identifiés scientifiques entre guillemets. Donc cette réflexion elle est en cours, mais bien entendu, et c'est surtout aller vers le public et par rapport à ces problématiques vraiment donc façon localisée, au bord de mer, faire quelque chose sur la mangrove, au niveau de la montagne, au niveau des géosciences et du volcanisme, ce genre de choses, parce qu'il faut que les gens aussi se rendent compte qu'ils sont aussi touchés par la science et qui pratiquent la science aussi au quotidien. Donc village de la fête de la science jusqu'à jeudi. Exactement. Conférence grand public, donc mercredi à partir de 17h sur le campus de Fouillol. Il y a également la science en pointe, donc concours de doctorants samedi matin toujours à l'université. Il y a une conférence grand public vendredi après-midi, en fin d'après-midi à Prise d'eau sur le site de l'INRAE. Donc voilà, donc nous sommes sur tout ce qui est bioéconomie, économie circulaire, autosuffisance alimentaire, autonomie alimentaire, ce genre de choses. Grosse thématique du moment. Là, nous sommes forcément en train de constater qu'il y a un bouleversement. On parle de transition écologique, on parle de transition énergétique, et nous sommes sur une île. Donc forcément, il faut aussi penser à l'autonomie énergétique, il faut penser à l'autonomie alimentaire, et donc voir est-ce que c'est possible effectivement de subsister, parce qu'on sait que ces réflexions de produire de façon locale, comment, à petite échelle, à grande échelle, est-ce qu'on peut réintégrer le jardin créole et finalement avoir une autonomie alimentaire comme ça, comme un peu à certaines périodes que nous avons traversées ou bien que nos ancêtres ont pu traverser. Donc c'est important de mener ces réflexions, de voir ce que la recherche aussi peut apporter. Faut savoir qu'avec le changement climatique aussi, il y a du stress thermique qui impacte nos plantes, qui impacte notre biodiversité, la faune et la flore. Donc pour voir finalement comment le jardin créole s'adapte, comment telle ou telle espèce réagit pour pouvoir se préparer à moyen, à long terme, tout simplement. Merci beaucoup Grégory Potiron, je le rappelle, directeur de l'Archipel des Sciences, d'être venu sur ce plateau. Nous parler donc du village que vous organisez à l'université. Exactement. Des conférences. Les conférences, et puis donc je remercie les porteurs de projets, parce que sans porteurs de projets, il n'y aurait pas d'action. Donc les associations, les équipes de recherche, les bénévoles, les étudiants, les partenaires également. Donc nous avons la coordination régionale avec
donc l'académie, la région, le département, l'université à nouveau, Archipel des sciences, qui est un peu le bras armé, l'opérateur de cette coordination. Et puis franchement, profiter de cette manifestation pour venir sur le site, découvrir, pousser un peu les portes. Et puis voilà, les scientifiques qui sont là aussi pour vulgariser leurs propos. Donc c'est le but du jeu. Aujourd'hui, nous avons eu des tout petits, des maternelles, ça allait de la petite section jusqu'à la terminale et des étudiants. Et bon, les scientifiques, ils ont joué le jeu. Donc voilà. Merci encore, monsieur Potiron. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Avec plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.